À Jérusalem, nous sommes en direct avec notre correspondant Olivier Granellic. Bonjour Olivier Bokartov, on va commencer avec les discussions à Washington qui se poursuivent. Aucune avancée majeure après la première journée de négociation et la deuxième, hier entre Israël et le Liban. Oui, tout à fait. Les discussions achoppent toujours sur deux points essentiels. Le retrait de Tsahal du Sud-Liban et les garanties de sécurité réclamées par Israël. Beyrouth demande un calendrier précis de retrait des forces israéliennes. Jérusalem, de son côté, refuse de quitter les positions stratégiques tant que l'armée libanaise ne sera pas en mesure d'empêcher le retour du Hezbollah à la frontière. Les États-Unis, eux, tentent de rapprocher les positions. Le secrétaire d'État Marco Rubio a réaffirmé la volonté de Washington d'aider le gouvernement libanais à reprendre le contrôle du sud du pays et à réduire l'influence du Hezbollah. En parallèle, des divergences apparaissent également au sein de l'administration américaine. Oui, selon des responsables israéliens, le vice-président Vance ainsi que les envoyés de Donald Trump, il s'agit de Steve Witkoff et Jared Kushner, font pression pour mettre fin à toutes les frappes israéliennes au Liban. À l'inverse, le secrétaire d'État Marco Rubio serait plus à l'écoute des préoccupations sécuritaires de l'État d'Israël. Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, a tenu, lui, des propos particulièrement inhabituels. Ben oui, il a reconnu qu'il était possible de vaincre Israël dans une confrontation militaire classique en opposant simplement une armée à une armée. Un aveu rare de la part du chef de l'organisation chiite qui intervient après de longs mois d'affrontements avec Tsahal. Et alors que le Hezbollah apparaît considérablement affaibli en Israël, le porte-parole arabophone de Tsahal a immédiatement réagi. Il a affirmé que pour la première fois, Naïm Kassem disait la vérité. En marge de la conférence des collectivités locales, Benyamin Netanyahou a présenté ce qui ressemble à sa doctrine pour l'après-guerre. Oui, le Premier ministre a réaffirmé qu'Israël devait conserver une totale liberté d'action face à ses ennemis revenant sur l'opération contre l'Iran. Il a assuré avoir simplement informé Donald Trump avant le lancement des frappes sans lui demander son autorisation. Et puis Benyamin Netanyahou a également répété qu'Israël maintiendrait sa présence dans les zones de sécurité au sud Liban afin d'empêcher le retour du Hezbollah à la frontière à Gaza. Il affirme aussi que Tsahal contrôle désormais près de 70% du territoire et poursuit son offensive contre le Hamas. Les manifestations à présent contre l'arrestation d'étudiants de Yeshiva considérés comme déserteurs se sont poursuivies hier en Israël. Oui, et en fin d'après-midi, des centaines de manifestants Haredim, principalement issus de la fonction radicale dite de Jérusalem, ont bloqué plusieurs grands axes routiers dans le centre du pays, ainsi que les abords d'une prison militaire. Ces blocages ont provoqué d'importants embouteillages à l'heure de pointe, et les protestateurs dénoncent en tout cas l'arrestation de jeunes ultra-orthodoxes ayant refusé leur incorporation dans l'armée. Plusieurs affrontements ont éclaté avec la police qui a dispersé les rassemblements et procédé à plusieurs interpellations. Et de son côté, le parti Chasse a haussé le ton. En avertissant qu'il ne soutiendrait plus les projets de loi du gouvernement si les arrestations d'étudiants de Yeshiva ne cessaient pas. Cette menace intervient alors qu'il est question d'un deal politique entre les partis orthodoxes et la coalition au sujet donc de la date des prochaines élections législatives. Diplomatie à présent, un changement majeur pourrait intervenir dans les relations entre Israël et la Colombie. Avec le nouveau président élu colombien qui a promis de rétablir les relations étroites avec Israël, lors d'un échange avec le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar, il a assuré que son pays serait un ami et un allié fidèle de l'État hébreu. Et cette déclaration marque aussi une rupture avec la politique du président sortant Gustavo Petro, qui avait rompu les relations diplomatiques avec Israël en 2024 en l'accusant de commettre un génocide à Gaza. Enfin, pour terminer, Olivier, un moment particulièrement émouvant lors de la conférence des collectivités locales. Oui, l'ancien otage Alon Ohel a retrouvé son piano devant le Premier ministre Benyamin Netanyahou et plusieurs centaines de participants enlevés lors du festival Nova du 7 octobre 2023. Alon Ohel a passé 738 jours dans les tunnels du Hamas. Pianiste de formation, il a raconté qu'au cours de sa captivité, il continuait à jouer mentalement ses morceaux préférés pour garder espoir. À ses côtés se tenait son père Kobe, qui a mené pendant de longs mois le combat pour sa libération.
Alors, nous allons, comme chaque jour, jeter à 8h05 sur Studio Qualité. On va jeter un coup d'œil sur la météo d'aujourd'hui, de ce jeudi 25 juin 2026, avec un temps qui restera chaud et sec sur l'ensemble du pays, avec un ciel généralement ensoleillé. Les températures prévues pour aujourd'hui, jusqu'à 29 degrés à Haïfa, 30 à Tel Aviv, 31 degrés à Jérusalem, 36 degrés à Beersheva et jusqu'à 40 degrés à Eilat. Alors, si vous étiez hier sur les routes, vous avez dû vous rendre compte des manifestations et des embouteillages causés par une partie, en tout cas, du milieu orthodoxe, puisque une manifestation avec des voitures qui roulaient doucement sur les axes routiers, principaux axes routiers du pays, a eu lieu. Nous allons parler de ces manifestations et puis aussi, bien sûr, du deal entre Binyamin Netanyahou et les partis orthodoxes, en tout cas ce qu'on sait de ce deal. Et nous sommes très heureux de recevoir ce matin la journaliste Peggy Sidor. Peggy, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, on va commencer par ces manifestations qui, visiblement, ont été moins importantes que prévu, ou peut-être que, tout simplement, les automobilistes israéliens ne sont pas sortis hier sur les routes. En tout cas, de quelle manière on conclut, en tout cas, on parle de ces manifestations aujourd'hui dans les milieux orthodoxes? Dans le milieu orthodoxe, c'est présenté comme un grand succès, évidemment. Tout a bien réussi. Ils ont réussi à pas vraiment paralyser le pays, mais créer de gros problèmes de circulation, de trafic. Ils sont satisfaits. Là où ils ont un peu moins envie d'en parler, en fait, de ce que j'ai un petit peu vérifié avec mes sources, c'est ce qui s'est passé à Arad. On n'en a pas beaucoup parlé peut-être hier à cause justement de cette manifestation des voitures qui ont essayé de bloquer le trafic à travers le pays. Arad est une ville qui est carrément devenue une ville ultra-orthodoxe. L'idée, c'est que ça va bientôt devenir un deuxième Bnei Brak. Il y a une minorité de gens qui sont pas ultra-orthodoxes. Ça veut pas dire qu'ils soient carrément laïcs. Je veux dire, c'est probablement des traditionnalistes ou même des religieux, mais qui ne sont pas très contents d'être submergés par une population ultra-orthodoxe. Et il y a eu des échauffourées. C'est arrivé aux mains, là. Il y a eu de gros problèmes. On n'a pas beaucoup parlé, il me semble, dans la presse hier soir et même ce matin encore, parce que bon, tout le monde est occupé avec tout ce qui s'est passé. Venezuela en plus, tout ça. Mais non, ça a été assez pénible comme. Alors, concernant les manifestations, est-ce que on parle de continuer cette protestation, puisque il faut le rappeler, la raison principale, c'est l'arrestation de jeunes orthodoxes qui refusent d'incorporer l'armée. Pas seulement. Non. La vérité, en fait, c'est une partie de poker. C'est une partie de poker classique qui baissera les yeux le premier entre les partis ultra-orthodoxes, enfin les représentants politiques des partis ultra-orthodoxes et Netanyahou. On s'approche d'élections, la question de savoir qu'est-ce qui va se passer. En fait, les ultra-orthodoxes n'ont pas tellement de choix. Je veux dire, les partis de l'opposition, il faut pas se leurrer, je ne vois pas qui parmi eux arriverait à des accords du style que Netanyahou a obtenu avec les partis ultra-orthodoxes pour former un gouvernement avec eux. Ils n'ont pas vraiment le choix. On peut se raconter des histoires, on peut s'imaginer. Eisenkot a eu une déclaration qui pourrait être traduite comme je suis pas contre tout ça, mais tout le monde sait que en fait la vérité de ce qui va se passer, c'est que leur seule option c'est de recommencer, de renouer une coalition avec Netanyahou. Alors maintenant en fait la partie de poker c'est d'essayer d'obtenir à l'avance, de tracer les lignes rouges de ce que ce sera quand le temps arrivera, et ça va pas tarder. Les élections sont apparemment prévues pour le 20 octobre, donc nous parlons de la fin de l'année. Nous sommes à moins de 6 mois, même à peine. C'est de ça qu'il s'agit. Le problème avec les jeunes des yeshivot qui sont enrôlables et qui sont déserteurs. En fait, ils sont déclarés déserteurs. C'est pour ça qu'on les recherche. C'est vraiment, ça pose un gros problème
à la direction des partis ultra-orthodoxes, parce que d'un côté, ils veulent absolument les sauver, d'un autre côté, ils comprennent bien qu'à un certain moment, il faudra lâcher un petit peu, parce que ça ne pourra pas continuer comme ça. Je veux dire, ceux qui n'étudient pas, qui se promènent, on peut les rencontrer. Je veux dire, moi, à Jérusalem, il m'arrive très souvent de les voir dans la rue, le soir, du côté de Machana Yehuda, dans toutes sortes d'endroits. Ils sont là, ils étudient pas, visiblement, ostensiblement, ils n'étudient pas. Ce sont pas des jeunes qui passent 18 à 20 heures par jour dans la yeshiva. Et même la direction, enfin, ils ne l'avoueront jamais, mais la direction des partis ultra-orthodoxes est mal à l'aise parmi eux, par rapport à eux. D'un côté, ils se sentent obligés de les sauver, bien sûr. D'un autre côté, ils sont un petit peu embarrassés. Alors, personne ne sait comment faire. Donc, je vous dis, c'est une partie de poker. C'est à qui baissera les yeux le premier. Ouais. Et justement, dans cette partie de poker, il y a ce deal dont on parle. On ne sait pas exactement ce qui contient, mais en tout cas, visiblement, les partis orthodoxes ont demandé on va dire des avantages concernant certaines lois contre justement la possibilité pour Benjamin Netanyahou d'aller jusqu'à la fin de son mandat, en tout cas de la Knesset d'aller jusqu'à la fin de son mandat. Qu'est-ce qu'on sait exactement, où on en est par rapport à ça ? Bah, c'est un brouillard, hein. Enfin bon, grosso modo, on sait de quoi il s'agit. C'est de remettre sur le sol. Il y a des lois qui étaient censées faire avancer la situation des partis, enfin de la société ultra-orthodoxe, Haredite. Et Netanyahou, je suis pas sûr qu'on peut dire qu'il a essayé de les éviter, mais il a parvenu à la conclusion qu'il n'avait pas une majorité pour certains lois, comme la loi des crèches, par exemple, des méonotes et d'autres lois. Donc, il a louvoyé un petit peu, essayant de gagner du temps. C'est vraiment pas gagner beaucoup de temps, finalement, comme je vous l'ai dit, et pour arriver à temps. Il a finalement arrivé à un deal. Il y a 2 lois qui passeront, les autres attendront la prochaine Knesset, en admettant que Netanyahou soit réélu et qu'il forme de nouveau une coalition. Mais les ultra-orthodoxes ne sont pas satisfaits de ça. Il y a un grand problème. Je vais parler d'un petit peu de ce qui se passe dans la société ultra-orthodoxe. Laissons un peu de côté les politiciens. Ils sont mal à l'aise. Ils ont le sentiment qu'on les a laissés tomber, qu'ils ont toujours été très fidèles par rapport à Netanyahou, qu'ils ont avalé quelques mauvaises grenouilles, quelques vipères comme ça pour faire passer le message, et que finalement, il est prêt à les laisser tomber ou à faire pression en leur faisant comprendre qu'ils n'ont pas tellement de choix. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas tellement de choix. Politiquement, ils n'ont pas tellement de choix. Je veux dire, combien de fois ils peuvent recommencer à essayer de bloquer tout le pays, paralyser les routes. Bon, ça peut se faire 1 fois, 2 fois. Ils n'ont pas beaucoup de balles dans leur fusil, si vous voulez l'expression, vous me passez l'expression. Ça va s'arrêter à un moment donné. Et de l'autre côté, il faut le répéter. Je veux dire, on n'en est pas assez conscient, mais moi je vous le dis d'assurance. Il y a un début de grondement à l'intérieur de la société ultra-orthodoxe de beaucoup de jeunes qui en ont marre de cette situation, qui veulent essayer de vivre autrement. Quand ils voient ceux qui ont dépassé un petit peu l'âge, parce que c'est 23 ans, qui vont étudier, qui vont travailler, qui commencent à mener une vie normale, qui achètent des appartements, qui voyagent, qui se permettent des vacances, et ça commence à faire des problèmes. Il y a un autre sujet dont on parle pratiquement pas, mais moi j'ai découvert que ça devient un sujet important au milieu de cette société, c'est que le problème des déserteurs pose de gros problèmes pour les mariages arrangés, les shidduchim. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui sont portés déserteurs ou qui risquent d'être déclarés déserteurs, qui ne peuvent plus sortir pour rencontrer, parce que dans la société ultra-orthodoxe, c'est au maximum 2 à 3 rencontres, et puis c'est fini, on fixe la date de fiançailles, la date du mariage, et ça s'arrête là. Si le garçon devient un déserteur et qu'il est enfermé en prison, ça pose de gros problèmes. Et alors évidemment, dans la société générale, on n'en est pas conscient, on n'en parle pas, mais c'est un problème dans la société ultra-orthodoxe. Donc il y a vraiment, ce que vous notez, il y a vraiment un changement qui vient, on va dire, du terrain. Et de l'autre côté, il y a les politiques qui continuent à ce bras de fer entre Benjamin Netanyahou. C'est un bras de fer qui est au-dessus d'un abîme, parce que
parce qu'ils savent très bien. Je veux dire, imaginons que, je sais pas moi, Eisenkot, Bennett, je sais pas quoi, gagne les élections. Vous les voyez arriver à des accords pareils avec les Haredim? C'est pas possible. C'est pas possible. Très bien. Donc, ils n'ont pas tellement de choix. Ils n'ont pas le choix. Très bien. Merci en tout cas, Peggy, pour ces explications. Merci d'avoir été ce matin sur Studio Kelida. À Jérusalem, nous retrouvons donc notre correspondant Olivier Granilic. Olivier, la presse évoque ce matin les inquiétudes croissantes de l'armée concernant la Judée et la Samarie. Les services de sécurité estiment que l'Iran intensifie en effet ses efforts pour y développer de nouvelles infrastructures terroristes. Oui, c'est ce sujet qu'a choisi le Yediot Ahronoth ce matin. Petite coupure avec les studios Kalita, notre correspondant Olivier Granilic qui va nous parler effectivement de cette menace terroriste en Judée, Samarie. Le sujet notamment qu'a choisi le Yediot Ahronoth ce matin pour sa première page. On va aussi parler des dernières déclarations de Benyamin Netanyahou qui a à la fois parlé hier du Liban, qui a parlé de l'Iran, qui a parlé de Gaza. On va faire le point sur Radio J avec Olivier Granilic si on le retrouve dans quelques instants. La diplomatie aussi à l'ordre du jour effectivement et des tensions qui se dessinent entre l'administration américaine et Israël, mais au sein même de l'administration américaine il y a aussi des divisions. En tout cas, au sujet de la Judée-Samarie, eh bien, selon des responsables sécuritaires, Téhéran réorienterait une partie de ses moyens vers la région. Les réseaux seraient pilotés notamment depuis la Turquie avec un financement en crypto-monnaie, des tentatives de contrebande d'armes et un encadrement à distance des cellules terroristes. Face à cette menace, Tzahal et le Shin Bet renforcent leurs opérations et ciblent les circuits de financement, saisissent du matériel pouvant servir à fabriquer des explosifs et surveillent de près les anciens prisonniers de sécurité libérés lors des récents échanges d'otages. Et alors que Benyamin Netanyahou a toujours affirmé qu'un Israël fort était la clé de nouveaux accords de paix dans la région, plusieurs analystes estiment que la guerre contre l'Iran a fragilisé sa position diplomatique. Analyse que rapporte le Yediot Ahronoth à nouveau. L'accord conclu entre Washington et Téhéran a profondément modifié les équilibres régionaux. Les pays du Golfe considéreraient désormais qu'Israël est devenu davantage un facteur d'instabilité qu'un partenaire stratégique. Toujours le Yediot Ahronoth d'ailleurs qui cite des sources américaines. L'élan des accords d'Abraham s'est essoufflé. L'Arabie Saoudite ralentirait son rapprochement avec Israël et chercherait parallèlement à développer ses relations avec l'Iran. Enfin, les analystes estiment que Benyamin Netanyahou a perdu quand même une partie de son influence à Washington. Le Israël Hayom revient sur le discours de Benyamin Netanyahou devant la conférence des collectivités locales. Le Premier ministre a dressé le bilan de près de 3 ans de guerre. Selon lui, le 7 octobre, Israël se trouvait au bord de l'anéantissement. Il affirme avoir décidé dès les premières heures de ne pas se limiter au Hamas ou au Hezbollah, mais de s'attaquer progressivement à l'ensemble de l'axe iranien. Benyamin Netanyahou qui a également révélé qu'il n'avait pas demandé l'autorisation de Donald Trump avant de lancer l'opération militaire contre l'Iran. Je l'en ai simplement informé, c'est ce qu'a déclaré Benyamin Netanyahou hier en ajoutant que Donald Trump avait finalement rejoint l'opération dans sa phase finale. Et puis certains analystes estiment que Donald Trump a sacrifié les intérêts stratégiques d'Israël au profit d'un accord rapide avec l'Iran. C'est le cas du professeur Abraham Ben-Zvi qui, dans le Israël Hayom, établit un parallèle avec la guerre de Kippour de 1973. À l'époque, déjà, explique-t-il, les États-Unis avaient empêché l'État hébreu de remporter une victoire militaire totale afin de préserver leurs intérêts diplomatiques au Moyen-Orient. Selon lui, l'histoire se répète aujourd'hui. Malgré la coopération militaire entre Jérusalem et Washington contre l'Iran, la Maison-Blanche aurait privilégié un cessez-le-feu rapide pour éviter une crise économique mondiale et limiter le coût politique de la guerre. Pour Donald Trump, à quelques mois donc des élections de mi-mandat. Et toujours selon Avraham Ben-Zvi, Washington a laissé Israël à l'écart donc de ces négociations internationales et a accepté de lier le dossier iranien à celui du Liban. La presse revient ce matin sur l'accord conclu par ailleurs entre Benyamin Netanyahou et les partis orthodoxes pour assurer la stabilité de la coalition au moins jusqu'à la fin de la session parlementaire. Selon Yair Cherki de la 12e chaîne, le gouvernement va accélérer l'examen de plusieurs textes réclamés par les partis orthodoxes. Parmi eux, une loi fondamentale sur l'étude de la Torah, une réforme de la cacheroute ainsi qu'un projet de loi visant à empêcher l'arrestation des étudiants de Yeshiva qui refusent
leur incorporation. En parallèle, la coalition poursuit, elle également, sa réforme judiciaire avec un projet de séparation des fonctions du conseiller juridique du gouvernement. Mais cet accord ne met pas fin aux tensions dans le monde orthodoxe, c'est ça qu'il faut dire aussi. Alors que le Chass et d'égal à Torah privilégient la voie parlementaire, des mouvements plus radicaux comme la faction dite de Jérusalem, entre guillemets, et une partie d'Agudat Israël poursuivent leurs manifestations contre les arrestations d'étudiants de Yeshiva. Autre dossier largement commenté ce matin, la fin du témoignage de Benyamin Netanyahou dans son procès pour les affaires de corruption. Après 1 an et demi d'audience et 98 journées de témoignage, le Premier ministre a terminé sa déposition devant le tribunal. Une séquence judiciaire exceptionnelle quand même par sa durée. À l'issue de l'audience, Benyamin Netanyahou a dénoncé ce qu'il qualifie de 10 années d'enfer. Il a affirmé que toute cette procédure visait selon lui à empêcher les Israéliens de choisir librement leur dirigeants. La presse rappelle toutefois que le procès est loin d'être terminé puisque dès la semaine prochaine, les témoins de la défense commenceront à être entendus devant le tribunal de Jérusalem. Les juges ont déjà annoncé qu'à partir d'ailleurs de la rentrée du mois d'octobre, les audiences auront lieu 5 jours par semaine afin d'accélérer la procédure. Et puis enfin pour terminer, le Maariv nous fait un rappel d'un combat quelque peu oublié, le combat de la famille de Aymanot Kasso, cette fillette de 9 ans disparue sans laisser de traces il y a désormais 850 jours. Une marche s'est tenue hier soir à Tel Aviv pour appeler les autorités à relancer les recherches. Aux côtés de la famille se trouvaient plusieurs proches d'otages et de victimes du 7 octobre venus exprimer leur solidarité. Le père de la fillette a lancé un appel aux autorités israéliennes demandant la création d'une cellule spéciale réunissant la police, le Shin Bet et l'ensemble des services concernés. En 1967, un jeune Israélien de 21 ans s'inscrit à Harvard. Philosophie, mathématiques, il excelle dans les 2 matières. Une carrière brillante l'attend, loin des champs de bataille. Et pourtant, 9 ans plus tard, il va devenir l'un des plus grands héros de l'histoire d'Israël. Yonatan Netanyahou naît à New York en 1946 au sein d'une famille profondément sioniste. Son père, l'historien Ben-Zion Netanyahou, œuvre depuis les États-Unis pour la création d'un État juif. Yoni a 3 ans quand sa famille s'installe en Israël. Il grandit entouré de ses 2 jeunes frères, Binyamin et Ido, dont il est très proche. Adolescent, Yoni se distingue déjà par son intelligence, son charisme et son amour pour son pays. À l'âge de 16 ans, les obligations professionnelles de son père l'obligent à retourner aux États-Unis, un départ qu'il vit comme un déchirement, mais qui ne va pas durer, puisque 2 ans plus tard, il retourne seul en Israël pour effectuer son service militaire. À cette époque, il écrit déjà « J'ai la profonde conviction que je suis capable de tout ce que l'armée exige d'un bon soldat. » La guerre des 6 jours éclate en 1967. Au combat, Yoni va s'illustrer en sauvant un compagnon d'armes en territoire ennemi, un acte de bravoure qui va lui coûter une grave blessure au bras. Alors qu'il vient de frôler la mort, Yoni décide, sans plus attendre, d'épouser Touti, sa fiancée de longue date. À cette époque, il a bien sûr la certitude que l'armée est fondamentale, mais il ne souhaite pas y faire carrière. Yoni est un homme curieux qui a soif d'apprendre. Il s'envole pour les États-Unis avec sa femme, où il intègre la prestigieuse université d'Harvard. Il y mène brillamment des études de mathématiques et de philosophie. Et pourtant, il n'est pas tranquille. De loin, il observe la guerre d'usure qui se joue entre Israël et ses voisins. Et voir des soldats tomber au front pendant que lui est sur les bancs de la fac lui est insupportable. Une pensée ne le quitte pas. À quoi me sert d'étudier si je n'ai plus de pays? Yoni va vivre ainsi les prochaines années de sa vie, déchiré entre l'armée et les études, entre son sens profond du devoir et son aspiration à une vie paisible. C'est décidé. Il quitte Harvard pour regagner Israël où il intègre la Sayeret Matkal, la plus prestigieuse et la plus secrète unité d'élite de Tsahal. En opération, Yoni se distingue par son courage, son intelligence et son humanité. Dans ses courtes périodes de repos, les recueils de poésie ne le quittent pas. Un combattant poète, c'est là toute la complexité de la personnalité de Yoni. En 1973, pendant la guerre de Kippour, il s'illustre à nouveau par sa bravoure en s'enfonçant derrière les lignes syriennes pour aller sauver un officier blessé. Un acte qui lui vaudra la médaille du mérite, tandis que cet officier sauvé in extremis
donnera plus tard à sa fille le prénom de son sauveur. Elle s'appellera Yoni. En 1975, Netanyahou prend le commandement de la Sayeret Matkal. Il a 29 ans. Sa mission la plus périlleuse l'attend bientôt. Le 27 juin 1976, un avion d'Air France est détourné vers l'Ouganda. Plus de 100 otages israéliens sont retenus à Entebbe, à plus de 3000 km des frontières israéliennes. Israël décide d'agir. Yoni est chargé de planifier le raid. Il prépare ses hommes jour et nuit, mais l'opération est si risquée que même après avoir embarqué vers Entebbe le 4 juillet, les soldats n'ont pas encore reçu l'approbation du gouvernement. L'opération est finalement lancée. 102 otages sont libérés et tous les terroristes neutralisés en quelques minutes. La mission est un triomphe, mais Yoni Netanyahou ne rentrera pas. Il est la seule victime israélienne. Avant sa mort, il a écrit « L'homme ne vit pas éternellement et il doit utiliser ses journées de la meilleure façon possible. Comment y parvenir, je n'en ai aucune idée. Je sais seulement que je dois être prêt à chaque moment de ma vie à me confronter à moi-même et à me dire « Voilà ce que j'ai accompli ». Après 1 an et demi, 98 séances, le témoignage du Premier ministre Binyamin Netanyahou dans ses procès pour corruption s'est terminé hier. Et la fin donc d'une période importante pour un procès qui a commencé en 2020. Nous allons tout de suite en parler, puis on va aussi parler d'un autre sujet, la destitution du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan. Pour tous ces sujets, nous sommes très heureux de recevoir Maître Alexandre Bensoussan. Maître Bensoussan, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour Olivier. Alors, vous êtes avocat au cabinet, au sein du cabinet Herzog Fox Neyman, qui représente le Premier ministre ainsi que Yoav Gallant devant la Cour pénale internationale. C'est pour cela qu'on va parler dans un instant de la destitution de... On va commencer par ça d'ailleurs. On va commencer par la destitution de Karim Khan. Visiblement, une destitution qui sera décidée dans quelques semaines. Je suppose que vous n'allez pas le regretter. Alors, quant à la destitution de Karim Khan, c'est une décision en fait qu'on n'a pas à commenter, tout simplement. Donc, en tant qu'avocat de la défense du Premier ministre et de Yoav Gallant, c'est une décision qu'on n'a pas à commenter puisque nous ne sommes pas finalement en fait des organes où nous n'avons pas en fait pris part en fait à ce qui s'est passé en fait dans ce cadre-là. On le rappelle, Karim Khan en fait va être destitué après qu'il ait décidé il y a déjà quelques mois de cela de quitter ses fonctions suite aux accusations de harcèlement sexuel et aux allégations graves de viol et de mauvaise conduite de la part de plusieurs de ses collègues. Mmh. Maintenant, je voudrais rappeler quelque chose concernant la procédure qui se passe à La Haye. Déjà, Karim Khan a été remplacé par une procureure qui n'est pas moins virulente que lui. Et Karim Khan, alors c'est un personnage qu'on ne va pas regretter non plus, puisque finalement on le rappelle, et moi c'est la première chose dont je parle en fait en parlant de Karim Khan. Moi, la première chose qui m'avait frappé et dérangé en fait chez ce personnage, c'est que c'est quand même quelqu'un qui, malgré le fait que ça a été tu, c'est quelqu'un dont le frère était représentant à la Chambre des Lords en Angleterre, qui a été accusé d'harcèlement, donc je parle du frère de Karim Khan, qui a été accusé d'harcèlement sexuel sur un garçon de 15 ans, qui a été inculpé, qui a fait appel, qui a été inculpé de nouveau. Et Karim Khan, qui était alors procureur en Angleterre, avait demandé à la presse de taire l'affaire en vue du respect des croyances religieuses de la famille en tant que musulman croyant. Donc déjà, le fait d'impliquer, on va dire, des considérations religieuses, personnelles, familiales pour venir protéger un membre de sa famille, moi, m'avait énormément gêné et m'avait mis la puce à l'oreille.
Et je vous avoue en fait que c'est quelque chose déjà qui n'est absolument pas professionnel. Bien sûr. Après, lorsqu'on regarde la procédure à la Haye, je, je vais vous surprendre par rapport en fait à son personnage. Moi, j'aimerais aussi quand même rappeler quelque chose par rapport à Karim Khan qui, à mes yeux, est quand même très important. Karim Khan, c'est aussi un personnage, et loin de moi l'idée de prendre sa défense. Mhm. Mais je voudrais quand même rappeler quelque chose en fait à son propos et au propos en fait de la Cour pénale internationale et, 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 euh, et- et en rapport en fait avec l'état des mandats d'arrêt aujourd'hui. C'est que Karim Khan, c'est un personnage qui, en fait, il était alors procureur aussi à l'époque en 2020 en 2023, lorsque des mandats d'arrêt ont été émis contre Vladimir Poutine ainsi que Maria Belova, donc sa responsable, sa secrétaire du gouvernement. Karim Khan, c'est un personnage en fait qui a agi dans une tendance globale de rétablir, on va dire, un semblant d'équilibre ou de poids à la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que pendant des années, la Cour pénale internationale a été perçue, en fait, comme une espèce de cour, on va dire, de cour qui n'avait que pour fonction de traduire des responsables africains en justice. Et c'est véritablement ce qui s'est passé pendant des années. C'est-à-dire que pendant des années, les seules personnes qui étaient traduites en justice devant ICC, donc devant la Cour pénale internationale, c'était des dictateurs africains. Mhm. Et en réalité, ce qui s'est passé en 2023, Olivier, c'est que Karim Khan a décidé, en fait, pour pouvoir regagner, redorer un petit peu le blason de cette instance-là, et essayer, en fait, aux yeux du monde, de la faire passer pour une instance qui était un petit peu plus, on va dire, équilibrée, a décidé, en fait, de traduire en justice des représentants européens. Ça a Mhm. commencé avec Vladimir Poutine et avec Maria Belova. Et ça s'est poursuivi en fait après le 7 octobre avec Benjamin Netanyahou et avec Yoav Gallant. Mais Alors on rappelle, pour bien comprendre, Maître Bensoussan, c'est une décision de sa part. C'est-à-dire que c'est pas les États qui ont demandé qu'il y ait une opération juridique contre ces dirigeants. ben, je pars du principe que le droit international, ça c'est mon humble avis, mais le droit international et ces instances internationales, elles ont aussi quelque part des agendas politiques. Ouais. C'est-à-dire que un juge, finalement, même lorsque vous regardez le processus de sélection des juges en Israël ou dans n'importe quel autre pays, ça passe toujours finalement en fait ça passe toujours par la discrétion, on va dire, de politique. Donc en fait, les nominations sont elles-mêmes politiques et les nominations en fait donnent lieu à des, enfin, le processus de sélection donne lieu en fait à la nomination de gens qui eux-mêmes ont un agenda politique, car ils sont le fruit en fait d'un processus qui est lui-même politique. Donc, je pense que bien évidemment que l'avis des États importe, mais finalement, c'est le procureur général Mhm. de la Haye qui va demander en fait d'émettre un mandat qui va être oui ou non en fait accepté par un panel de juges. Ouais. Donc en fait, il y a eu véritablement cette volonté-là, puisque on le rappelle, les instances internationales n'étaient, surtout la Cour pénale internationale était véritablement considérée comme une cour, et surtout en fait par les BRICS, donc par les États en voie de développement, comme une cour en fait qui n'avait que pour but de les juger à eux. Mhm. Donc il y avait quelque part un espèce de déséquilibre où les BRICS regardaient cette cour comme une cour qui avait fonction en fait que pour but de les juger à eux, et finalement en fait qui n'avait aucun poids, aucune volonté, aucun pouvoir de juger en fait des États occidentaux de l'hémisphère nord. Donc Karim Khan ainsi que ses conseillers ont en 2023 saisi l'opportunité d'émettre donc des mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine et Maria Belova, et par la suite, suite au 7 octobre 2023, donc en 2024, d'émettre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahou ainsi que contre Yoav Gallant. Et c'est la première chose d'ailleurs que j'explique lorsque on me pose la question
concernant en fait l'antisémitisme et le biais potentiel de la Cour pénale internationale ainsi que de Karim Khan. J'explique en réalité que la question est beaucoup plus complexe. Moi, personnellement, je ne me suis jamais référé à ce type d'argumentation. Déjà, je pense que dans le cadre des mandats d'arrêt, le droit nous suffit amplement pour nous défendre de n'importe quel type, on va dire, d'attaque. C'est le cas aujourd'hui. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on peut y voir voilà, d'autres rationnels. Alors, pour encore une question sur ce sujet, donc en cas de révocation, visiblement, Karim Khan sera destitué. C'est une décision, je crois, de tous les États qui sont membres du CPI, c'est ça ? Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une assemblée et je pense aussi, en fait, il faut comprendre que ça vient aussi après quand même plusieurs étapes clés. Donc, il y a eu ces accusations. Ouais. Karim Khan a décidé de son plein gré donc de quitter ses fonctions momentanément. Et ensuite, suite à une décision unanime des États, mais il y aura en fait, ce sera validé en fait en juillet aussi. Mais Karim Khan sera destitué de ses fonctions. Je voudrais juste rappeler quelque chose aussi de complémentaire par rapport à son personnage. oui. On a évoqué tout à l'heure le fait que Karim Khan ait émis des mandats d'arrêt dans une logique, on va dire, de rétablir un certain équilibre et de prouver aux yeux du monde que la Cour pénale internationale était capable de juger des dirigeants européens. Il faut rappeler quelque chose qui est à mes yeux extrêmement important, c'est que Karim Khan, et une fois de plus, loin de moi l'idée de prendre sa défense, mais j'aime bien établir et parler des choses de manière objective. Karim Khan, c'est un personnage qui a décidé de demander aux juges, puisqu'en fait le procureur sollicite les juges pour émettre des mandats d'arrêt, et si les juges estiment qu'il y a une base factuelle suffisante, ils répondent favorablement à sa défense. Mais il faut bien évidemment qu'il y ait une base à ces mandats d'arrêt et par conséquent que ces mandats d'arrêt soient basés justement sur un article de loi en particulier. Et il s'avère que ces mandats d'arrêt ont été émis parce que l'accusation principale était, je le rappelle, l'utilisation de la famine comme arme de guerre. En revanche, depuis que Karim Khan a initié ces procédures contre Israël, il n'a jamais, et il a fait le choix conscient, il s'en est d'ailleurs expliqué dans une interview très intéressante d'à peu près 2 heures, il a fait le choix conscient de ne jamais accuser Israël de génocide. Et justement, vous voyez, il a énormément de détracteurs, on va dire, du côté pro-israélien, pro-américain, mais il a aussi énormément de détracteurs du côté pro-palestinien. C'est-à-dire que Karim Khan, au lendemain du 7 octobre, est venu en Israël, il a visité les kibbutzim, et en fait, sur une visite qui a duré 1 semaine, il a passé moins d'1 jour, alors bien évidemment selon les dires du camp pro-palestinien, des lobbyistes pro-palestiniens, il a passé moins d'1 jour en Cisjordanie, donc en Judée-Samarie. Et il a été extrêmement critiqué en fait par ce camp pour ça, en disant justement qu'il délaissait la cause palestinienne, qu'il minimisait la souffrance des Palestiniens et qu'il s'empressait, payé par le lobby sioniste, de venir dans les kibbutzim et qu'il ne voyait pas finalement l'image dans son ensemble. Donc en fait, c'est un personnage, je pense, et il est bon de le rappeler en fait aujourd'hui, étant donné que il est clivant aujourd'hui, qu'il justement a décidé de quitter ses fonctions, puis que maintenant il est le sujet en fait d'un vote pour être définitivement mis à l'écart, mis de côté, que c'est un personnage qui a été très clivant des 2 côtés, que c'est un personnage aussi qui a décidé sciemment, et il l'explique dans son interview, que lorsqu'on respecte le droit, et on le rappelle, on parle de droit pénal, donc ce n'est pas du droit civil, avec un processus, on va dire, avec justement en fait une charge de la preuve qui est à 51 contre 49%. Le droit pénal exige une charge de la preuve de 93% et plus. C'est-à-dire qu'il faut prouver, au-delà de tout doute raisonnable, à plus de 93%, que lorsqu'on accuse, eh bien, les éléments constitutifs, donc les bases, les preuves qui doivent être à la base de cette accusation doivent être extrêmement solides. Ouais. Extrêmement solides. Et lorsqu'on accuse de génocide,
en tant que procureur, vous perdez la face Mhm. si jamais ça ne se passe pas. Il a fait le choix conscient, justement, de ne pas tomber là-dedans. Alors, juste une dernière chose avant de passer sur le sujet du procès du Premier ministre ici en Israël. Ça devrait rien changer concernant les mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, cette destitution. Non, absolument rien. Absolument rien. Les mandats d'arrêt restent au même stade. La stratégie qui a été adoptée donc par la Cour pénale internationale initiée par Karim Khan reste la même. On le rappelle brièvement, ces mandats d'arrêt qu'on conteste et quant auquel on a fait appel qui a été rejeté, puis on a fait appel devant en fait une seconde chambre d'appel pour justement contester ce rejet de décision en appel. Suite à quoi, donc, notre appel concernant l'appel a lui été accepté. Okay. Et la Cour a reconnu en fait qu'Israël n'avait pas eu le droit de faire valoir suffisamment ses arguments de fond, ses arguments substantiels. Mais donc la stratégie reste la même, et on le rappelle donc que ces mandats d'arrêt ont été initiés, vous savez, en droit pénal, lorsque vous commettez en fait un délit, un crime, lorsqu'il y a une suspicion que vous ayez commis un délit ou un crime, eh bien, avant même d'entamer une procédure, on doit justement vous notifier du fait que une procédure s'apprête à être ouverte contre vous, et il doit y avoir de la spécificité concernant ça. Il s'avère en fait que concernant ces mandats d'arrêt, de la spécificité concernant en fait ce délit que vous ayez a priori commis. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces mandats d'arrêt, et le point qui est extrêmement problématique, dont on ne parle pas assez, et surtout avec pas assez de précision, c'est qu'en réalité, Karim Khan a décidé à l'époque de s'engouffrer donc dans une situation qui était déjà préexistante, c'est-à-dire qu'en réalité, la Cour pénale internationale avait déjà, depuis des années, en 2017, ouvert une procédure contre Israël concernant une situation de guerre, donc une situation de guerre, tout comme vous, Olivier. C'est un terme qui est extrêmement flou, qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un terme d'avocature, ce n'est pas un terme juridique, c'est un terme extrêmement flou, ça peut vouloir absolument tout dire. Donc la Cour pénale avait ouvert donc, une enquête contre Israël concernant la situation de guerre en Cisjordanie, donc en Judée-Samarie. Et en réalité, la Cour pénale internationale a utilisé cette situation de guerre, entre guillemets, cette procédure qui était déjà ouverte, pour ne pas notifier Israël de l'ouverture en fait d'une nouvelle procédure, et pour justement nous dire, écoutez, on n'a pas à vous notifier, on peut directement en fait ouvrir une enquête, on n'a pas à vous laisser le droit, en fait, à vous laisser la possibilité d'enquêter vous-même concernant la situation du 7 octobre, puisqu'en fait vous avez déjà eu cette opportunité en 2017. Très bien. Donc c'est le point problématique, ça reste absolument en fait au même point. Alors juste pour terminer, il ne reste plus beaucoup de temps, juste pour terminer, un petit mot sur la fin du témoignage de Benjamin Netanyahou. Après, je l'ai dit, il y a 1 an et demi à peu près, presque 100 apparitions de Benjamin Netanyahou devant la Cour pour ses affaires de corruption. Comment, très rapidement, comment vous concluez, comment vous voyez ces témoignages de Benjamin Netanyahou? Alors écoutez, donc on le rappelle, c'est dans les 3 dossiers, l'affaire 1000, 2000 et 4000, donc Afarat Emonim, corruption et pot de vin, donc c'est les chefs d'accusation contre Benjamin Netanyahou. Et en fait, là, hier, c'est terminé donc une étape qui est absolument cruciale, c'est-à-dire que les juges ont fini d'entendre le témoignage principal de la défense. Le témoignage principal, c'est le témoignage en fait du témoin principal qui est finalement l'accusé. Donc là en fait on balance, en réalité c'est une étape procédurale, hein. Le procès est loin de se terminer puisque maintenant en fait la justice, en fait les juges, on le rappelle, c'est le tribunal de district de Jérusalem qui est la seule instance en fait capable de pouvoir rendre justice concernant les procès, les procédures concernant le Premier ministre d'Israël. En règle générale, lorsqu'un Premier ministre en Israël est accusé, c'est toujours devant le tribunal de district de Jérusalem. Et aujourd'hui, donc hier, pardon, c'est terminé
justement, les témoignages, se sont terminés les témoignages de Benjamin Netanyahou après plus de 98 écoutes. Donc, c'est des heures et des heures de témoignages, surtout en fait en période de guerre. Ça a Ouais. été repoussé parfois, ça a été décalé, etc. Et maintenant, on va commencer à entendre le témoignage en fait des autres témoins de la défense et aussi les contre-enquêtes du Hmm. parquet. Écoutez, moi, il y a un point Oui, qui très me, rapidement. qui me, il y a un point en fait qui m'intrigue, c'est que concernant le dossier 4000 et le dossier 2000, de base, on avait quand même entendu les juges il y a 3 ans de ça euh, dire, et c'est extrêmement rare en fait dans un dossier à cette étape-là, qui est quand même une étape qui était encore à l'époque une étape assez prématurée du dossier, qu'il y avait apparemment pas suffisamment de preuves et que Hmm. ça allait être extrêmement dur pour pouvoir justement mener l'enquête à son terme et qu'ils encourageaient les parties à aller justement vers un accord. Très bien. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un procès qui va continuer puisque maintenant on va entendre les autres témoins et les autres personnes de la Ce n'est défense. qu'une étape qu'il ne faut pas se méprendre. Ce n'est qu'une étape procédurale. C'est ça. Une Un étape dernier procédurale. mot, très rapidement, avec une réunion qui va avoir lieu ce dimanche à laquelle vous allez participer de raison donnée. Absolument. Raison gardée, C'est pardon, une raison réunion. gardée. Hmm. Absolument. C'est une conférence qu'on va donner par l'intermédiaire de Raison Gardée, donc, qui est un organisme qui a été fondé par le docteur Marilyn Smadja, et avec mon confrère, le maître Amir Badran, qui a été justement il y a quelques jours élu maire adjoint de Yafo. Nous Ouais. allons débattre sur une loi qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en fait encore couler énormément aujourd'hui, qui est la loi fondamentale, donc Israël, État, nation du peuple juif. Ah, ce sera un débat dimanche. Pour avoir plus de renseignements, vous regardez Raison Gardée sur les réseaux sociaux et vous aurez tous les renseignements. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maître Bensoussan, et bonne journée à vous. Et nous allons à présent parler d'un livre, une traduction commentée d'un livre du Rav Kook, et notre invité est le docteur Ariel Toledano. Docteur Toledano, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Olivier. Et le titre, c'est Le secret des lettres hébraïques, et c'est une traduction commentée de Rosh Milin, un livre du Rav Kook, un livre, je veux dire, pas très connu, même en Israël, hein, même dans les cercles de ceux qui étudient le Rav Kook, on va dire que c'est pas le livre le plus connu du Rav Kook, en tout cas. Et la première question que j'ai envie de vous poser, docteur Toledano, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de traduire et de commenter ce livre Rosh Milin? Écoutez, pour être franc, j'ai découvert ce titre suite à une émission que j'avais vue il y a très longtemps de Josie Eisenberg, vous savez, le rabbin qui animait l'émission le dimanche matin à la télévision pendant une 50aine d'années, et auquel j'ai eu la chance de participer à plusieurs reprises. Et j'avais découvert donc une émission qu'il avait consacrée au Rav Kook il y a donc très longtemps. Et au cours de cette émission, il avait interrogé le Rav Tzvi Yehuda Kook Oui. et aussi plusieurs de ses élèves. Et parmi ses élèves, il y avait une femme qui s'appelait Ruth Rachel Berg, qui on lui demandait quelle était la raison pour laquelle elle était autour du Rav Tzvi Yehuda Kook, et elle avait dit que c'était ce texte, Rosh Milin, qu'elle avait découvert, et qu'elle n'arrivait pas à comprendre le sens profond de ce texte sur les lettres hébraïques, et qu'elle aurait aimé avoir l'enseignement du fils du Rav Kook pour essayer de comprendre le sens profond de ce texte. Et c'est ce qui l'a amené à rentrer en contact avec le Rav Kook et à y rester, puisque ce texte l'a beaucoup impressionné. Et quand je l'ai entendu parler, Ruth Rachelberg, de ce texte, ça m'a donné envie personnellement d'aller voir ce que c'était. C'est un tout petit texte où le Rav Kook évoque chaque lettre et donne un enseignement que je n'avais jamais perçu auparavant sur les lettres hébraïques. Et je lui rends une forme d'hommage à travers ce texte que j'ai réussi à traduire de plusieurs années d'études, et qui est aujourd'hui la première traduction en français, en tout cas ouverte au monde francophone. Donc j'ai traduit ce texte
et je l'ai commenté. Donc voilà, je l'ai découvert par Ruth Rachelberg. Alors il faut dire que Ruth Rachelberg était professeure à l'université de Tel Aviv et elle était professeure de littérature comparée, ce qui peut expliquer son intérêt plus particulier pour les lettres. Et justement, concernant les lettres hébraïques, ça a une importance. Alors, on va parler de l'importance des lettres hébraïques chez le Rav Kook, mais ça a aussi, bien sûr, une importance très grande dans la tradition juive, les lettres hébraïques. Absolument. Moi, j'avais toujours été impressionné par un passage du Zohar qui racontait que les lettres ont préexisté au monde, que les lettres ont été celles qui ont créé le monde. Et j'ai toujours eu envie de comprendre le sens profond de ce texte du Zohar. Et je crois qu'à travers la lecture du Rav Kook, on comprend que les lettres sont porteuses d'une énergie qui est une énergie vitale et qui peut nous apporter, alors c'est intéressant puisque je suis un soignant et je suis toujours intéressé par comment apporter de l'aide au-delà de ce que l'on peut apporter par des thérapies classiques, mais par aussi des aides sur le plan de l'esprit pour redonner de l'énergie à des gens qui en manquent. Et ces lettres sont porteuses de cette énergie puisqu'elles sont les lettres qui ont créé le monde selon la tradition de la Kabbale. Alors, justement, on parle de ces lettres, hein, c'est un texte kabbalistique très important qui ont créé le monde, et le Rav Kook lui aussi revient sur cet épisode, on va dire entre guillemets, de l'importance des lettres dans la création du monde. Absolument, ça va même plus loin parce que le Rav Kook considère que, à la manière d'ailleurs d'Aristote, puisque nous avons la chance d'avoir à travers le Rav Kook une analyse philosophique très profonde du sens du langage. C'est vraiment une théorie du langage que nous propose dans ce texte le Rav Kook. Et ce que j'ai aimé dans ce texte, c'est qu'il va très loin dans son analyse à travers, par exemple, la lettre Aleph, qui est en fait la première lettre de l'alphabet hébraïque, et qui rappelle pour le Rav Kook, en fait, le terme Alaf en araméen, qui veut dire enseigner, qui a donné d'ailleurs le mot Ulpan, qui veut dire apprendre. C'est-à-dire que dès la première lettre, on est face à un cheminement à travers les 22 lettres de l'alphabet pour arriver à une sorte de communion avec quelque chose qui nous dépasserait et qui nous amènerait à nous élever. C'est ce que j'ai trouvé passionnant dans ce texte. Vous savez, j'ai écrit 2 livres récemment. J'ai eu la chance, vous savez, parfois on se dit, mais sur le plan éditorial, il y a des choses qui arrivent sans qu'on puisse le maîtriser. J'ai écrit un livre en tout cas, j'ai traduit ce texte du Rav Kook Rosh Milin, et en même temps, donc, qui aborde le secret des lettres hébraïques à travers cet enseignement du Rav Kook. Mais j'ai aussi sorti un livre aux éditions du Cerf, en même temps sur quelque chose qui n'est plus de l'ordre du secret, mais qui est de l'ordre du mystère, sur la notion de monde à venir. Qu'est-ce que c'est que le monde à venir dans notre tradition? Qu'est-ce que c'est que cette promesse que nous font nos rabbins, nos sages, à travers ce terme de Olam Haba en hébreu? Et je me suis posé la question, parce qu'en fait, aborder le Olam Haba, le livre s'appelle La vie qui vient après la vie, c'est une réflexion sur ce sens que nous entraîne notre tradition à travers une idée d'une vie après la vie, si vous voulez. Et je me suis posé la question, pourquoi ces 2 livres sortaient en même temps? Je me suis dit, d'un côté, nous avons le secret des lettres, à travers quelque chose que l'on peut percer à travers un enseignement d'un maître aussi prestigieux que le Rav Kook, et de l'autre côté, un mystère qu'on n'arrivera jamais à trouver, à découvrir, malgré tout, malgré les textes que nous avons dans notre tradition, aussi bien dans les textes du Talmud que dans les textes de la Kabbale. Mais c'est intéressant de voir que d'un côté, il y a la notion de vie après la vie, et puis de l'autre, la notion de vie réelle à travers ce que peut nous apporter comme énergie dans notre quotidien les lettres hébraïques. Alors, ce livre, en vous entendant, on a l'impression qu'il touche beaucoup à la Kabbale. Alors, est-ce que pour le lire, il faut avoir connaître un peu la Kabbale auparavant, ou sinon, on peut tout simplement le lire même sans avoir d'initiation à la Kabbale? Je crois que, vous savez, quand alors le livre est sorti en édition bilingue, donc d'ailleurs c'est pour cette raison que vos auditeurs et ceux qui vous regardent pourront être intéressés, parce qu'il y a d'un côté le texte en hébreu et de l'autre côté ma traduction et puis le commentaire.
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de comprendre ou d'avoir des notions de Kabbalah, mais ce qu'il faut, c'est un véritable intérêt pour les lettres hébraïques. Et je crois que vos auditeurs et vos téléspectateurs ont cet intérêt pour les lettres. Je crois que ce qui est passionnant, c'est la manière, c'est une théorie du langage, j'ai expliqué auparavant, parce qu'en fait, c'est la manière dont le Rav Kook va analyser chaque lettre et la manière dont il fait les choses. Il commence par une analyse des 22 lettres hébraïques, quelque chose de passionnant, on peut prendre quelques exemples. Et ce que j'ai aimé aussi dans son texte, c'est son approche du Targum, vous savez, la traduction araméenne de la Torah. Et il considère que le Targum, ça c'est la première fois que je lis ça quelque part, révèle le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire les lettres hébraïques en elles-mêmes. C'est une analyse assez puissante du Targum qui met en avant le Targum en disant que grâce au Targum, on peut révéler des choses profondes de notre langue hébraïque. Et ce que j'aime à travers son analyse, c'est que j'ai lu ça dans son texte, dans ce texte-là, qu'il compare, si vous voulez, la notion de tardéma, c'est-à-dire la notion d'un sommeil profond qui évoque le récit de la création de Ève, de la femme, à travers justement ce sommeil profond qui va permettre de faire cette intervention quasi chirurgicale, de ressortir un côté ou une côte de l'homme pour pouvoir créer la femme. Et ce sommeil profond est un sommeil créateur, et il compare donc le Targum qui a la même, alors ça c'est un petit peu complexe pour ceux qui ne connaissent pas la Gematria, mais je crois que beaucoup de gens autour en tout cas de vos téléspectateurs connaissent ça, c'est-à-dire la correspondance numérique. Il dit que le Targum a la même Gematria que la Tardéma, c'est-à-dire ce sommeil profond, et qui est de 649. Et donc, du fait que, de la même manière qu'un sommeil peut être créatif, peut être innovant sur le plan spirituel, il considère aussi que le Targum peut révéler des choses que la langue hébraïque ne nous donnerait pas instinctivement à la première lecture. Vous savez, c'est donc du coup, vous avez raison, c'est du coup une analyse des textes à travers différentes lectures que l'on peut avoir, et la lecture la plus importante est celle du Sod, c'est-à-dire du secret. Mais je ne crois pas qu'il faille connaître absolument la Kabbale pour pouvoir s'intéresser au texte, parce que on est vraiment face à une théorie du langage, une analyse des lettres avec des réflexions philosophiques très profondes, un cheminement spirituel qui nous amène à nous élever au fur et à mesure qu'on lit l'analyse des textes du Rav Kook. Alors, je voudrais juste vous dire qu'à part les lettres, il y a aussi une analyse très profonde du Rav Kook des voyelles. Et c'est peut-être assez original, je n'avais pas lu ça auparavant. Alors pour terminer, Dr Toledano, et je vais vous prendre un peu plus dans l'époque actuelle que nous vivons, Rav Kook a vécu il y a une centaine d'années. Aujourd'hui, justement, avec les réseaux sociaux, avec tous les écrans, justement, le langage a un peu changé, a évolué. Quel regard aurait eu le Rav Kook, justement, sur cette période par rapport au langage, par rapport aux lettres ? Écoutez, je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, la perception du langage a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'il y a une forme de banalité du langage, de l'écrit. Tout le monde se pense capable de donner une opinion sur tout et n'importe quoi. Je crois que le Rav Kook aurait peut-être, je ne prétends pas me parler au nom du Rav Kook, ce serait très présomptueux de ma part, mais je crois que ce qui est un rappel dans ce texte-là, c'est l'importance des mots, l'importance du langage, l'importance de comprendre que ce qui sort de notre bouche, ce qui est écrit, sont des choses qui peuvent aussi bien élever une personne que la détruire. Et cela est important à rappeler parce que on ne se rend pas compte à travers les réseaux sociaux de tout ce que l'on peut dire, alors que le langage a une signification tellement importante qu'il faut comprendre qu'il peut être une arme, mais aussi qu'il peut aussi être une forme d'énergie spirituelle très importante. Et c'est peut-être ce que je retiens de ce grand enseignement du Rav Kook, et je recommande vos lecteurs, vos auditeurs à le lire et à l'étudier, parce que c'est un texte qui s'étudie, lettre par lettre, et qui nous permet de nous élever au quotidien. On en a beaucoup besoin. Le Rav Kook a écrit ce texte entre 1914 et 1918, alors qu'il était coincé en Angleterre. Il raconte qu'il avait besoin d'avoir une forme d'énergie spirituelle qui lui ferait oublier les ravages de la Première Guerre mondiale en Europe. Et il a retrouvé cette énergie, cette lumière dans les lettres hébraïques. C'est ce que je souhaite à ceux qui nous regardent, retrouver cette lumière originelle, celle du Rav Kook dans ces écrits-là.
Le secret des lettres hébraïques, une traduction commandée de Roche Milline, l'enseignement du Rav Kook par le docteur Ariel Toledano, et c'est aux éditions InPress. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, docteur Toledano. À très bientôt sur Studio Kalita.